Le 25 avril 2026, le Mali a tremblé, mais n'est pas tombé, entre le spectre d'un scénario à la syrienne et la réalité d'une armée qui s'adapte, qui riposte, qui contre-attaque, qui frappe et gagne finalement. Nous allons décrypter ce dimanche 3 mai les rouages d'une menace qui change de visage, qui finance, qui arme, qui renseigne, qui entraîne, qui soutient les groupes terroristes et surtout comment garantir que cette coordination mafieuse reste un échec définitif. La parole à deux de nos meilleurs spécialistes du Sahel. À ma droite, maître Éric Emmanuel Sosa, il est avocat au barreau de Lomé. Maître, bonjour. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est un plaisir. Avec vous, l'homme qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé non plus ce dimanche, son Excellence Soggoyou Kegewe. Bonjour Excellence. Bonjour Gilles et bonjour à nos téléspectateurs. Ils sont très nombreux à nous suivre en direct sur satellite, sur l'application, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Merci de contribuer à la richesse de cette émission. Envoyez-nous vos contributions, commentez que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Mali, Burkina, Niger, est-ce un échec du scénario à la syrienne qui se profilait à l'horizon? Plus 228 96 08 43 43. Numéro principal pour nous écrire via WhatsApp. Donc justement, pour démarrer, on va analyser ce miroir syrien. Maître Éric Emmanuel Sosa, en quoi le mode opératoire, à savoir l'encerclement des centres urbains, la guerre de mouvement, la communication virale, en quoi ce mode rappelle-t-il l'offensive d'Aya Tahrir al-Sham en Syrie fin 2024? Non, uniquement, à mon avis, dans le déploiement de l'opération et dans son exécution. Sinon, en dehors de la similitude qu'on peut trouver dans le mode opératoire, il n'y a rien qui puisse permettre de relier ces deux contextes, parce que en Syrie et au Mali, nous avons deux contextes militaires différents, deux contextes politiques différents, deux mouvements, disons alignements de mouvements contre le gouvernement qui sont différents, et disons des logiques militaires qui étaient également différentes. Si le régime d'Assad est tombé, c'est parce que l'armée syrienne de l'époque a été profondément affaiblie, gangrénée par des guerres de clans et surtout par une corruption qui était tellement endémique qu'elle ne pouvait plus permettre d'avoir, disons, la garantie de la loyauté de l'armée elle-même. C'est la raison pour laquelle, par l'effet de la force militaire qu'elle a déployée, la coalition rebelle a pris le pouvoir aussi facilement. Ce qui n'est pas le cas au Mali. Au Mali, nous avons encore une armée qui est républicaine, qui est dévouée et qui a une coordination militaire dirigée par un gouvernement qui, malgré tout, même s'il a été affaibli à sa tête, a conservé le commandement militaire, ce qui n'a pas été le cas en Syrie. C'est la raison pour laquelle la similitude est difficile à établir. Maintenant, si on veut voir des mains étrangères et l'implication de sponsors étrangers dans l'opération, oui, absolument, mais ça ne permet pas de faire, à mon avis, de parallèles pertinents entre ce qui s'est passé en décembre 2024 en Syrie et ce il y qui a s'est peut-être passé. une grande ressemblance qui saute au visage comme le nez. Ce sont des groupes terroristes qui ont tenté de renverser un régime que la communauté internationale désignait comme dictatorial, comme junte. Il n'y a pas de terroristes. Il n'y a jamais eu de terroristes. C'est des mercenaires de l'OTAN. C'est eux qui agissent partout. Parce qu'ils ont vu en Syrie que la Russie avait une base. La Russie avait des relations solides avec la Syrie de Bachar al-Assad. Et ils voulaient en finir avec ça. Comment peux-tu expliquer qu'un terroriste dont la tête avait été mise à prix à 10 millions de dollars soit soutenu par tous les services de renseignement occidentaux, les mêmes qui avaient mis sa tête à prix, soit soutenu donc par tous les services de renseignement occidentaux et qui déclare la guerre aux troupes régulières syriennes
Et Bachar al-Assad, au fait, aurait pu se battre. Mais il s'est dit, ce n'est pas la peine de faire massacrer les populations pour rien. Ce n'est pas pour mon pouvoir que je vais faire massacrer les Syriens. Il est parti. Quand il est parti, le résultat, c'est quoi? Mais Israël est allé détruire toute la force militaire syrienne qui leur faisait peur. Parce que la Syrie était quand même armée. Ils sont allés anéantir toute l'aviation syrienne avec le barbu dont la tête était mise à prix, qui ne peut que bêler, mais, parce que bon, c'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Ils ont détruit la marine syrienne. Le gars était là dans sa barbe en train de bêler. Et quand ils ont fini de détruire tout ça, ils s'en sont pris à l'armée syrienne sous prétexte qu'elle maltraite les Druzes, qui ne sont pas forcément musulmans. Donc, c'est des prétextes pour démembrer les pays. Pourquoi? Parce que la Syrie a du pétrole et ceux qui ont démantelé la Syrie, c'est les mêmes qui avaient démantelé la Libye. Ils sont en train de se servir gratuitement du pétrole syrien. Et le barbu, est-ce que tu entends même parler de lui? Tu n'entends plus parler de lui. Et un jour, le pauvre, il s'est retrouvé encore chez Poutine au Kremlin. Je ne sais pas ce qu'il est allé raconter là-bas. Bon, Poutine, c'est la diplomatie. Hein. Peut-être il a reçu par politesse. Sinon, il sait que le gars ne s'appartient pas. Il sait que le gars a chose dans son palais à Damas ne représente absolument rien. Absolument rien. Donc, c'est des hommes de paille. Et ici, ils ont poussé le bouchon très loin en mettant au pouvoir un terroriste confirmé dont eux-mêmes avaient mis la tête à prix. Donc, maintenant, le parallèle avec le Mali. Mais le Mali, depuis le 25, on écoute tous les commentaires, hein, on écoute tous les avis, mais il y a un détail dont les gens ne parlent pas. La guerre du Mali est une guerre de pillage, une guerre de rapine, organisée par un pays dont l'économie est en ménopause, pour ne pas dire au fond du trou, et dont le chef passe tout son temps à saliver sur les stocks d'or du Burkina, du Mali et du Niger. Ils rêvent au scénario libyen, ils ont tué Kadhafi. Est-ce que tu t'es jamais demandé où sont les stocks d'or sur lesquels Kadhafi comptait pour créer une monnaie africaine? Ils ont tout pris. Les fonds souverains de la Libye, en dizaines de milliards de dollars, ils sont passés où? Ils ont tout pris. Donc, quand on trouve des esclaves, plutôt des chiens méchants comme les Omar Mariko, on l'envoie, il est toujours à Nouakchott en train de lécher les bottes de Agali et les bottes de tout ce qui est génie, machin. Tous ces mouvements qui aujourd'hui sèment la terreur dans le Sahel, c'est les Noirs qu'on envoie tuer les Noirs, mais à la tête de ces mouvements se trouvent des Arabes. Je pose une seule question. Pourquoi, dans des pays à 80%, sinon plus, musulmans, comme ceux du Sahel, on nous parle de terroristes et on nous parle de djihadistes? Moi, je ne suis pas musulman, mais je crois savoir que le djihad est mené par des musulmans contre des peuples, disons, mécréants, qui ne croient pas en leurs choses, pour les convertir à l'islam. Dites-moi, on tue les Maliens pour les convertir à quelle religion? Et on les tue pour qui? Des gens qui se réclament de l'islam viennent tuer leurs frères musulmans maliens du Sahel pour des peuples, des dirigeants qui n'ont jamais été musulmans et qui, dans leur pays, passent tout leur temps à dénigrer, à vilipender, à humilier l'islam. Qu'est-ce que tu comprends dedans? Donc, il n'y a pas de terroristes. Il y a des armées mercenaires envoyées pour poser des actes de rapine, parce que depuis que ces pays du Sahel sont sortis des griffes maléfiques de celui qui les exploite depuis plus de 100 ans, lui-même, son économie est tombée, il n'arrive plus à tenir, ils n'ont plus de budget, ils s'endettent à tout va, et il s'est dit, on va aller ramasser l'or des Maliens comme on avait ramassé l'or de Kadhafi. Alors, merci. Tilansogou Kegewe, si l'opération du 25 avait marché, le 25 avril, peut-être que Yada Agali ou Mamariko serait peut-être au pouvoir au Mali, entouré par les terroristes et les rebelles du FLA. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi le scénario de la chute qui a fonctionné contre Bachar al-Assad en Syrie n'a pas produit les mêmes effets à Bamako avec la chute
du général d'armée Assimi Goïta. Vous avez commencé par égrener tantôt quelques arguments. Oui, c'est bien pour cela que je disais que la similitude, bon, on peut la trouver à pas forcer. Ça dépend du biais par lequel on analyse le sujet, parce que, en réalité, bon, c'est vrai, on n'a pas les mêmes défis géographiques au Mali comme on les avait en Syrie. Ça, c'est aussi un élément important. Mais je crois que dans cette affaire, il faut absolument revenir à l'historicité. Parce que c'est toujours un peu manichéen et, à mon avis, trop expéditif d'opposer systématiquement des terroristes à un pouvoir légitime ou un pouvoir contesté. Le problème de l'Azawad est un problème qui ne date pas des récentes situations politiques qu'on a connues. Je ne les remonte même pas à 2012. C'était depuis 1958, c'est-à-dire avant les indépendances, qu'il y avait toujours eu justement des velléités irrédentistes, et les mouvements de libération du peuple de l'Azawad existaient depuis longtemps. Ils étaient composites et ils réunissaient des Touaregs, des Peuls, des Songhai et des Arabes. Et ces gens-là voulaient être détachés du Mali et ils revendiquaient l'équivalent de à peu près les 2/3 du territoire malien. Cette histoire a été une épine dans les pieds du premier président Modibo Keïta, et je crois que ça a été à l'origine de l'échec de la fédération soudanaise qui était en embryon avec le Sénégal. Ça a été un des éléments qui a été à l'échec de ça. Il a été dit aussi que c'était une promesse de la France. Oui, non, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Bon, mais si vous voulez, le problème, c'est que ça, ayant mal résolu cette crise politique qui concernait d'abord des Maliens qui avaient des revendications, bon, même si elles sont alimentées par, disons, une littérature impérialiste, ce qu'on peut contester tout à fait à part, il n'en demeure pas moins qu'il y a des Maliens qui, dans une veine politicienne, revendiquent une partie du territoire. Et ça, depuis avant les indépendances. Maintenant, la crise s'est cristallisée. Le président Moussa Traoré, en 1991, avait dû signer un accord avec ce mouvement. Malheureusement, il a été balayé en mars 1991 et ces accords ont volé en éclats. Puis ensuite, chemin faisant, et toujours dans un climat de crise, on a eu aussi ce qu'on appelait les accords d'Alger, qui, en 2015, ont vu, disons, réunis autour d'une table, et le gouvernement malien et certains représentants de ces mouvements politiques. Je parle du FLA, qui est un mouvement politique, qui a trouvé à un moment donné une alliance stratégique avec le JNIM, qui a un autre agenda. Eux, ce sont des terroristes. Eux, ils veulent un califat au Mali et partout ailleurs où ils auront de l'influence et du pouvoir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va aller convertir, à quoi va-t-on convertir un Malien qui est déjà musulman? Mais justement, à une forme d'islam radicale qui va appliquer complètement d'autres valeurs, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une opposition. Et nous-mêmes, qui sommes ici au Togo, nous ne sommes pas aussi éloignés que ça, parce que si on commence à laisser ces gens-là prendre du pouvoir et gagner du territoire, ils auront les mêmes velléités venir chez nous, parce que pour eux, nous sommes les mécréants sur qui ils vont déverser leur haine, parce qu'on a pu leur permettre de trouver un territoire et de s'installer. C'est la raison pour laquelle ça doit être l'affaire de nous tous, et pas uniquement l'affaire des Maliens. Donc, tant qu'il y aura, à mon avis, une petite veine panafricaniste, il faudra que tous les pays réunis, que ce soit ouest-africains ou africains en général, se réunissent autour du Mali, du Niger et du Burkina Faso, parce qu'on a vu le 25 avril au Mali, mais n'oublions pas qu'il y a quelques mois, au Niger aussi, on a attaqué l'aéroport à peu près dans un scénario de même envergure. Et au Burkina Faso, les rumeurs de coup d'État et les coups d'État avortés sont légion et quasiment, suivent un chronogramme qui est quasi répétitif, ce qui fait que ça devient compulsif dans cette région. Il faut qu'on les aide. Je suis plus partisan d'une logique qui permette de prendre le problème à sa racine
et non pas réagir au coup par coup parce qu'à un moment donné, il y a le feu, il faut sortir les pompiers. On a toujours fait ça et ça n'a pas marché. Il faut à un moment donné s'interroger sur les causes de ces crises et non pas uniquement voir ça sous le prisme d'un terrorisme qu'il faut combattre et ne proposer qu'une solution uniquement militaire. Voilà ce que je voulais dire. Alors, le Mali n'est pas tombé, comme en Syrie. Les Famas ont résisté. Oui. Je voulais dire quelque chose. Oui. Maître a dit l'Azawad, c'est un vieux problème, ceci. Non, l'Azawad n'a jamais existé. Historiquement, l'Azawad n'a jamais existé. Parce que les Touaregs, les Dogons, les Soninké, les Peuls, les Bambara, tous sont des enfants du Mali à pied d'égalité. Les problèmes, les contestations auxquelles vous faites allusion dans les années, je ne sais pas, 50 ou 70, c'est qu'il y a une zone du pays, dans le nord du pays, où les gens se disaient qu'ils sont les laissés pour compte des projets de développement et ils revendiquaient. Donc jusque-là, c'est des revendications. Dans tous les pays, il y a ça. Dans des pays, partout, tu vas entendre que bon, telle région estime qu'elle est négligée, il y a des revendications. Ça existe dans tous les pays. On ne fait pas de guerre pour ça. Le problème de l'Azawad est une création. L'État d'Azawad est une création de la France de Sarkozy. Il faut appeler les choses par leur nom. Qui a dit... Peut-être bien avant Sarkozy, puisque dans non, les laisse-moi parler. 60, cette affaire de l'Azawad proposée par la France 60, existait. Il y a l'affaire d'Azawad parce que les Touaregs estimaient quelque part qu'ils sont les laissés pour compte. Non, moi je rectifie simplement parce qu'il y a des documents qui disent que la promesse de l'Azawad était une promesse coloniale. Non. Est-ce que tu peux me laisser parler? Oui, moi je donne une version. Tu me laisses donner ma version, après tu nous expliques ta promesse coloniale. Je répète, que Sarkozy, parce que quand Kadhafi était là, Kadhafi servait d'élément d'équilibre. Kadhafi connaissait tous ces problèmes. Et il a pris avec lui les Touaregs, qui étaient grassement payés pour être dans son armée, pour assurer sa sécurité. Et Sarkozy leur a promis... Attends, vous n'allez quand même pas me dire que Sarkozy n'a rien promis. Sarkozy leur a promis, vous m'aidez à liquider Kadhafi parce que je lui ai tellement pris de l'argent qu'il détient trop de secrets contre moi et un jour ça risque de sortir. Vous m'aidez à liquider Kadhafi et moi je vous donne un État, l'État de l'Azawad. C'est tout. Les Touaregs n'avaient pas au départ réclamé des États, mais ils ont réclamé plus de justice, ce qui est normal. Quand une région se sent lésée, il est normal qu'elle revendique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, les manigances de Sarkozy, en faire une base historique pour foutre le bordel dans tout le Sahel, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les gens de l'Azawad, là, historiquement, dont vous parlez, c'est eux qui sont allés casser la Libye pour prendre les armes et l'argent de Kadhafi? Non, on a cassé, on leur a donné, on leur a dit, d'ailleurs, vous êtes de peau plus ou moins blanche, allez tuer les nègres. Vous débarrassez les nègres, nous on vient prendre les ressources minières. Je me rappelle un dialogue, un témoignage où un Malien disait, un Touareg disait que les Français leur ont dit pourquoi ils se laissent dominer par les Noirs du Sud. C'est des faits qui existent. Donc vous n'allez pas dire l'histoire, mais si c'est l'histoire, on peut invoquer l'histoire et obtenir tout ce qu'on veut. Même chez nous ici, en invoquant l'histoire, on peut obtenir tous les résultats qu'on veut. Oui. Donc, le problème de l'Azawad est une création de Sarkozy. Et ceux qui ont succédé à Sarkozy n'ont pas changé de langage, ils ont plutôt empiré. Et aujourd'hui, quand la guerre a commencé, les Maliens, l'armée malienne a marché sur Kidal. C'est les Français qui leur ont dit, vous ne bougez pas. Et ils les ont empêchés d'aller à Kidal. Et Assimi Goïta était de ceux qui devaient entrer dans Kidal. Aujourd'hui, on veut nous dire que non, que c'est les Russes qui sont... Mais quand Assimi Goïta marchait sur Kidal, il n'y avait pas encore les Russes. Oui, bon, l'émission ne porte pas sur l'Azawad. Voilà. Mais ça porte sur l'Azawad parce que c'est de là que les problèmes viennent. Et je voudrais vous laisser fermer cette parenthèse en vous demandant, Maître Sosa, vous pensez qu'il faut une solution en profondeur, une solution globale? Comment résoudre ce conflit selon vous? Absolument, il faut une solution globale. Parce que vous savez, toutes les guerres du monde se sont terminées
d'abord sur un tas de cadavres et après dans des salles climatisées autour d'une table où le champagne a coulé. Mais malheureusement, ceux qui ont fait la guerre et qui ont donné leur vie ne sont pas ceux qui signent les accords de paix. C'est ça le problème. Donc à un moment donné, il faudrait penser à d'autres solutions pour régler le problème parce qu'il s'agit d'un souci entre Maliens et Maliens. C'est-à-dire que même les gens du JNIM, la plupart d'entre eux sont encore des Maliens. Donc si on prend le problème sous ce prisme-là, ça voudra dire qu'il faudrait à un moment donné arrêter le bain de sang et commencer à comprendre, du moins prêter oreille à ce que disent ces gens et quelles sont leurs revendications. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous prenez ce conflit comme un conflit uniquement entre Maliens, est-ce que vous ne passez pas à côté? Parce que derrière l'Azawad, Kidal et autres, il y a des enjeux plus grands, des enjeux impérialistes où d'autres se servent du sous-sol malien pour se nourrir. Si on exclut ces différents acteurs, est-ce qu'on ne passe pas à côté du vrai problème? Gilles Bocco, les enjeux impérialistes n'ont pas toujours eu besoin de terroristes pour aligner leurs plans. Parfois, ils viennent dans nos populations, ils trouvent des alliés suffisamment zélés pour leur faciliter le travail et leur dérouler le tapis rouge. Donc on n'a pas besoin d'abord de passer par la case terroriste. S'il s'agit d'enjeux impérialistes uniquement... pas uniquement, justement. Si c'est sous ce angle-là qu'on veut lire le dossier, partout ailleurs, on a déjà eu l'Afrique livrée par ses propres fils à des puissances étrangères. Et là, ici, bon, écoutez, on va y venir tout à l'heure, mais vous avez vu, on a quitté les Français pour aller vers les Russes. Et puis finalement, on a vu ce qui s'est passé. On a vu que finalement, l'armée ou les éléments russes qui étaient censés assurer la sécurité avec nous à Kidal, quand je dis nous, je m'inclus volontiers parce que bon, là, on est en train de faire la guerre dans dans une salle climatisée, sur un plateau de télévision. Mais ceux qui étaient là ont pu comprendre que les forces en présence ne permettaient pas d'envisager le succès de l'armée malienne. Donc, les Russes ont préféré un repli. C'est un élément qu'il faut interroger parce que, est-ce que pour tout ça, pour tout l'argent qu'on leur donne, parce que ce n'est pas gratuit, il faut qu'on assiste, lorsque nous sommes attaqués, à une bérésina, à une débandade de l'armée russe. Non. De Afrika Korps. Maître Sosa. Je sais que vous ne serez pas d'accord, hein, mais bon, enfin, j'ai lancé le débat. Ce n'est pas que je ne serai pas d'accord. Mon avis ne compte pas. Je ne suis rien dans cette affaire. Je m'en tiens aux faits. Oui. Quand vous dites qu'on a quitté la France pour aller chez les Russes, qui a quitté la France? Oui. Qui a quitté la France? Là-dessus, je vous rejoins. D'accord. Les personnes n'ont quitté, c'est la France qui a quitté. D'accord. Toujours avec arrogance, avec suffisance. Parce que la France estime, la France macronienne, je ne parle pas du peuple français, qu'on ne peut pas négocier avec des nègres. Alors on prend les demi-nègres et les Arabes pour aller massacrer les nègres. Vous me parlez de Kidal et du repli des choses, des Russes. Mais Maître Sosa, je sais que vous êtes un homme très cultivé, vous n'êtes pas militaire, mais vous connaissez ce qu'on appelle un repli stratégique. On ne veut pas jouer à Alamo. Alamo, c'était un fort au Texas assiégé en 1836 par l'armée du général Santana du Mexique. Ils étaient à peine 200 et en face d'eux, ils avaient des milliers de soldats mexicains. Ils auraient pu se retirer. Ils se sont battus jusqu'au dernier, dont le célèbre David Crockett. Ça, c'est la version Alamo. Mais je te donne maintenant la version Moscou. Quand en 2012, le plus grand bandit français, le plus grand pillard français, qu'on appelle Napoléon, et qui aujourd'hui est un véritable monument de la France, quand il s'est hasardé à Moscou, tu sais ce que les Russes ont fait? Ils ont quitté Moscou. Il s'est installé au palais en attendant que le tsar vienne le lendemain lui présenter sa reddition. Personne n'est jamais venu. Les Russes ont même brûlé la ville. C'est un repli stratégique. Et quand les Russes ont contre-attaqué, Napoléon s'est mis à fuir. Et dans sa fuite, Dieu étant du côté des Russes, le fleuve Bérésina lui a réglé ce compte. Sur plus de 150 000 soldats, à peine 15 000 sont revenus à Paris. Donc le repli stratégique est une ruse de guerre. Et je suis étonné que les Touaregs, les terroristes qui sont encadrés par les nazis ukrainiens, que ces Ukrainiens ne connaissent pas l'histoire de leur pays, parce que les Ukrainiens, c'est Russes, des Russes qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays
pour se dire, attention, si les Russes se retirent, ce n'est pas une défaite. Ils se retirent pour revenir vous mater et ça n'a pas manqué. Ils sont revenus les mater. Donc, on a laissé la France, on est allé en Russie. Ce discours-là, il est humiliant pour toute la race noire. Non. Les Noirs ont le droit d'aller avec qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Non. La France même vit aujourd'hui grâce à la Russie. Pourquoi vous nous empêchez, nous, de parler avec les Russes? Non. Personne n'a empêché de parler avec les Russes. Les faits sont là. Il ne faut pas tourner ça en ridicule. Il ne faut pas prendre ça comme une faute, comme un défaut, comme un délit. Pourquoi dès qu'on dit que les Russes ont mal fait quelque chose, vous devez vous en offusquer? Non, les Russes sont venus parce que quelqu'un était carent. S'il vous plaît. Quelqu'un était carent. C'est pourquoi les Russes sont venus. Est-ce que quelqu'un a cherché les Russes? Est-ce que vous permettez un autre point de vue? Mais le bien problème, sûr. non, mais le problème, et vous savez quoi? Vous avez cité tout à l'heure la bataille de Russie, mais j'aurais aimé que Assimi Goïta fût Kutuzov. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est la raison pour laquelle je dis il faut. Assimi Goïta, je n'ai pas entendu. Fût Kutuzov. Le général Kutuzov. Oui. Non, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, si vous voulez, je veux qu'on laisse les comparaisons à l'histoire et qu'on ne mélange pas les gens. C'est pas parce qu'il y a des Russes quelque part qu'ils ont tous la sagesse stratégique et la force de frappe de Kutuzov. Bref, qu'est-ce que les Russes ont fait de mauvais? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je ne dis pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Oui, qu'est-ce que vous leur reprochez dans cette affaire? Quand on dit qu'il y a eu reprise stratégique, je veux bien que ce soit une reprise stratégique, mais ça voulait dire que l'appui militaire russe était aussi insuffisant. C'est bien ce dont il s'agit. Les Russes ne sont pas venus envahir le Mali. Ils n'avaient pas à déplacer toute l'armée russe au Mali. On les a appelés en force de coopération militaire. Oui. C'est bien ce que je dis. Donc, ils ont été insuffisants. Il n'y avait pas d'autres coopérations militaires au Mali quand les terroristes ont occupé le pays? Mais Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres coopérations militaires? Ils ont été insuffisants. On va évoluer parce que Kidal a été repris depuis. Attendez, par les forces armées maliennes avec cette phobie de la Russie que vous voulez transformer en phobie des Noirs, on ne peut pas l'accepter. Parce que la haine du Russe devient aujourd'hui la haine du Noir. Et c'est pourquoi les Ukrainiens, les nazis ukrainiens sont venus joindre leurs forces à ce que vous connaissez pour détruire les Noirs. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas à moi que vous parlerez de la haine des Russes. Je vous pose une question, mais tout ça. Est-ce que vous ne jouez pas l'avocat du diable quand vous accusez les Russes d'avoir abandonné Kidal aujourd'hui avec les forces internationales? Plus de 15 000 hommes sont restés au Mali, au nord, sans que ce territoire soit dans l'escarcelle de l'État malien. Jules, vous ne m'empêcherez pas de penser que lorsque, à un moment donné, on a choisi de changer d'alliance politico-militaire, de changer de camp, de changer de formule coopérative, et que, au moment où, justement, on est confronté à une agression, au moment où il faut faire preuve de force de feu, que la force d'appoint qu'on a déployée n'a pas été adéquate, vous ne pouvez pas me dire que le Malien de la rue comprend cela. Nous sommes équipés d'éléments de langage et d'analyse pour nous permettre de comprendre pourquoi peut-être ça n'a pas marché, mais le Malien de la rue se demande pourquoi on va payer des Russes pour protéger la population malienne et que quand le moment vient justement de jouer les pompiers, ils n'ont pas été là. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'on a payé des Russes pour protéger les Maliens? Mais est-ce qu'ils sont là gratuitement? Maître Sosa, on a payé les Russes, c'est normal. Mais ceux qui prennent de force, ceux qui pillent le Mali de force, c'est eux que tu soutiens contre ceux qui se font payer? À quel moment on a dit qu'on soutenait? Vous les soutenez? Mais à quel moment? Les Russes sont venus comment au Mali? Ils sont venus comment? Comme il a rappelé, il y avait plus de 15 000 hommes des troupes internationales pour soi-disant protéger le Mali. On a donné le nord du Mali aux terroristes qui se disent Azawad. Les Touaregs sont des Maliens à part entière. Ils se sentent maliens. Aucun Touareg n'a jamais jeté son passeport malien. Donc il faut cesser de prendre le langage des médias terroristes de l'autre côté pour venir nous imposer ça ici. On ne peut pas accepter ça. L'ambassadeur, je sais en acceptant de venir débattre avec vous que je suis dans votre paroisse. Je suis le curé, je suis le curé invité et à chaque fois vous vous adressez à vos ouailles et malheur à qui osera vous apporter un contredit. Cela posé. Je ne refuse pas la contradiction. Parce que moi j'apprends beaucoup à travers les contradictions. Cela posé. J'apprends. Quand vous parlez, je vous écoute, j'apprends. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut on veut exprimer une nuance, une contradiction, vous renvoyez les gens aux médias, etc. Non, je ne suis pas de cette chapelle-là.
je viens volontiers accepter de participer à votre liturgie, mais pardonnez-moi, si je suis le musulman qui apparaît pendant un culte œcuméniste où la messe est dite en latin ou catholique, permettez que je puisse la dire dans un autre langage. C'est pour ça que droit. Oui, on est ici pour mais ça. ne me renvoyez pas à des gens à qui je ne ressemble pas et avec qui je n'ai absolument aucune affinité. Mais vous avez leurs éléments de langage. Mais non. Ah, on a chassé les Français, on a amené les Russes, voilà, ça ne marche pas. On n'a pas chassé les Français. Personne au Sahel n'a chassé les Français. On a déjà dépassé ça. Évoluons Personne n'a chassé les Français. On va évoluer, Maître Sosa. Maintenant, je vous pose une question. Oui. Les forces arrivées au Mali le 25 avril, on a parlé de 10 ou de 12 000 hommes. Oui. C'est toute une armée d'un État, avec des matériels sophistiqués, des drones, des instructeurs étrangers. Comment des groupes non étatiques ont pu avoir autant de moyens pour venir envahir le Mali? Est-ce que ça ne pose pas forcément le problème? C'est la faute aux Russes. D'une base arrière, excellence. Je vais vous donner un carton jaune. C'est la faute aux Russes. Maître Sosa, S'ils ont tout ça là, est-ce c'est la que le faute aux vrai Russes. problème ne se situe pas à ce niveau? Où trouve-t-il les moyens? Bien, écoutez, vous savez, avant de se demander comment mon ennemi fait pour être fort, je dois me demander comment je fais pour lui résister à chaque fois. Et souvent, parce que c'est à ça que doivent servir des services de renseignement bien montés et dont l'opérationnalité est efficace sur le terrain, c'est à ça que ça doit servir. Si 12 000 éléments viennent dans un mouvement coordonné, complexe, attaquer civil dans le pays, c'est qu'il y a un problème, il y a des failles dans notre système de renseignement d'abord, mais aussi dans notre système de riposte militaire. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. On aurait pu organiser les choses autrement et dire que, bon, ça, je ne suis pas responsable des stratégies de défense, mais la façon dont ils ont procédé en allant du nord jusque vers Bamako au sud, ça veut dire que ces gens ont bénéficié ou de complicité au sein de l'armée. D'ailleurs, des purges ont commencé. On est en train de faire des enquêtes. Il y a le parquet est saisi et il y a actuellement des poursuites judiciaires qui sont en cours. Ils ont bénéficié de complicité au sein de l'armée malienne. Oui, et avant ces complicités, ces 12 000 hommes vivaient où? Attendez, qui les a aidés? Est-ce qu'on ne doit pas s'attaquer à ce problème fondamentalement? Attendez, oui, mais qui va s'en occuper? Si ce n'est pas d'abord les personnes qui sont placées au premier plan pour subir de plein fouet les attaques de ces gens qui sont l'ennemi posté le long de nos frontières. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont des sponsors, c'est indéniable. Les gens qui sont ces sponsors? Mais écoutez, certains ont nommé... Non, c'est sûr que c'est les Russes, parce que tous les malheurs c'est les Russes. Il termine son argumentation, c'est les Russes qui les ont utilisés. Ne devenez pas caricatural, s'il vous plaît. Non, on n'est pas caricatural. Je vais dire quelque chose. Non, il finit et je vous donne la parole. Mais non, écoutez, je dis, ils ont des sponsors étrangers, c'est de toute évidence. C'est bon. Bon, maintenant, aller les nommer un à un sans avoir de preuves tangibles, c'est aussi des méthodes dont je pense, quand on a une parole publique responsable, on doit se méfier. Certains ont pointé du doigt l'Algérie pour des raisons de crise politique entre l'Algérie et le Mali, qui peuvent éventuellement être justificatifs d'un casus belli qui impliquerait l'Algérie. D'autres ont parlé de la France, d'autres ont impliqué la Côte d'Ivoire, etc. Je sais que ces gens-là, pardonnez-moi, ils ne se mettent pas à prier le soir et le matin et ils reçoivent des armes qui leur tombent du ciel. Quelqu'un le leur donne, quelqu'un appuie leur capacité stratégique et quelqu'un leur donne les moyens militaires pour aller faire ce qu'ils font. Si je les considère comme des terroristes ou des ennemis de nos libertés, quand je parle de nos libertés, ça va de Bamako jusqu'à Lomé. Ça va de Ouagadougou à Cotonou. Ça va de Niamey ou de Maradi à Abeokuta au Nigeria. Donc nous sommes tous, à mon avis, confrontés au même ennemi et nous devons réfléchir à comment le combattre. C'est la raison pour laquelle quand on me dit 12 000 parmi eux peuvent venir attaquer Bamako, mais qu'est-ce qui les empêcherait de venir à Lomé ou à Abidjan? Si les sponsors sont en dehors de Bamako, est-ce que le Mali doit aller les frapper là où ils sont en dehors de son territoire? Mais à condition qu'ils sachent
où est leur base et à ce moment-là, si le Mali le sait, est-ce que le Mali doit aller les frapper là où ils sont? Si le Mali le sait, à ce moment-là, mais écoutez, ça veut dire qu'il y a des instances au sein desquelles ces choses-là se débattent. Si vous connaissez, vous vous souvenez... Comme quelle instance? Non, attendez. Vous vous souvenez, on avait dit que le M23 était sponsorisé par le Rwanda. On a dénoncé cette posture du Rwanda devant toutes les instances africaines, mondiales, etc. Le Mali a fait des dénonciations au sein des Nations Unies sans réponse jusqu'à présent. Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas parce que les autres ne répondent pas que nous ne devons pas organiser notre riposte militaire. Est-ce que je peux parler moi aussi? Bon, vous avez la parole maintenant. Ça devient tête à tête. Vous avez la parole maintenant. Il est si jaloux. Et il y a de quoi. Écoutez, Maître Sosa. Oui, mon bon ami. Avec tout le respect que je vous dois, vous reconnaissez qu'ils ont des sponsors. Mais oui. Mais on ne sait pas qui c'est. Vous dites, on a dit Algérie, vous dites, où sont les preuves? La France, où sont les preuves? Pardon, laissez-moi parler. Qu'il n'y a pas de preuves. Donc maintenant là... Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de preuves. Je dis, en tenant une parole publique responsable, je ne peux pas, moi, Sosa Eric, venir dire c'est tel pays ou tel pays. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que moi j'ai cité un pays? Vous avez peut-être des preuves que je n'ai pas. Non. Et la mort du général Sadio Camara... Oui. C'est aussi, il n'y a pas encore de preuves. Mais attendez, le général Sadio Camara est mort dans une explosion d'un camion piégé, un camion citerne piégé. Vous savez quoi? Tu as la preuve? Parce qu'il ne faut parler que de ceux dont on a la preuve. Mais tu as la preuve? Attendez, je crois que le porte-parole de l'armée malienne a fait état de ce fait. Oui, écoutez. Finissez votre développement. Oui, écoutez. Pour les questions, c'est moi qui les pose. Écoutez. C'est vrai, 12 000 hommes ne peuvent pas se déplacer avec armes et bagages jusqu'à Bamako sans qu'on le sache. Ça veut dire qu'il y a des problèmes quelque part. Oui. Ou bien l'armée malienne savait ce qui se passe, les a attendus, ou bien elle ne savait pas et il y avait des erreurs dans la chaîne de renseignement. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas un agent de renseignement. Mais la suite des événements nous montre que le Mali les attendait. Parce que, M. Sosa, tu peux me dire quel pays dans la sous-région peut tenir une journée contre 12 000 terroristes lourdement armés, entraînés par les nazis les plus enragés d'Ukraine? Quel pays dans la sous-région? Tu peux me citer un pays qui peut tenir une demi-journée devant 12 000 hommes armés? Alors, on se demande, mais par quel miracle le Mali a pu tenir? Et il a tenu. Et non seulement il a tenu, aujourd'hui, c'est les terroristes qui sont en pleine débandade. C'est vrai, on fait un coup de feu là-bas, on fait un selfie, on envoie aux médias qui sont impatients là-bas de proclamer la victoire des terroristes. Tu imagines, Maître Sosa, vous me dites de ne pas vous assimiler à ces médias. Est-ce que vous trouvez normal que des terroristes envahissent un pays, tuent indistinctement, et que des médias d'un pays qui se dit démocratique et respectueux des droits de l'homme leur soient ouverts à 100% et les glorifient? Quand on a attaqué Charlie Hebdo, quand on a attaqué Bataclan, les chefs d'État africains, comme d'habitude, sont allés pleurnicher comme des veuves et pleurer. Mais aujourd'hui, on attaque un pays africain et les médias de ce pays où les chefs d'État sont allés pleurnicher soutiennent ceux qui ont attaqué. Est-ce que tu imagines quand on a attaqué Charlie Hebdo et, comment tu l'appelles, est-ce que tu imagines un média africain en train de glorifier les gens qui ont attaqué Charlie Hebdo? Qu'est-ce que vous appelez glorifier? Je ne sais pas. Non, mais écoute, sur ces médias, les chefs terroristes ont la parole. Est-ce que tu as vu passer la parole à un responsable militaire ou civil malien? Non. Non. Le Bataclan, le Charlie Hebdo. Est-ce qu'il y a eu un chef d'État, un pays africain ou même ailleurs, qui a donné la parole aux terroristes qui ont commis ces crimes pour les vanter? On leur demande d'expliquer, oui, nous on n'aime pas la France parce que la France aussi. Est-ce que quelqu'un a fait ça? Même l'inimitable Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, aurait eu honte de faire ce que ces médias font aujourd'hui pour justifier que les terroristes ont bien fait d'attaquer le Mali parce qu'il faut à tout prix anéantir ces Noirs et prendre leurs biens. Bon,
on ne va pas faire le procès des médias ici. Non, mais... On va clôturer cette première partie, mais tout ça, est-ce que finalement le Mali ou les pays de l'AES ne manquent pas de solidarité, d'abord de la part des frères africains, de la communauté internationale, parce que ce qui se joue là-bas, comme vous l'avez dit, si ça dérape, ben, ça va embraser tout le monde. Nous sommes d'accord, et c'est la raison pour laquelle j'ai été d'abord sidéré par le silence glacial qui a suivi les premières heures ou même les 2 premiers jours de l'événement de la part de nos frères de Ouagadougou et de Niamey. Bon, il ne s'agit pas de faire de communiqué, et je sais que ce sont des militaires, et en la matière, ce n'est pas sur les plateaux de télévision que les déclarations les plus pertinentes se font. Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous appelez leur silence? Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Il n'y a pas eu. Il y a des forces de l'AES qui ont repris Kidal aujourd'hui. Non, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? Non, j'ai dit dans les premières heures. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont fait. Mais c'est bien pour ça que je dis que ça ne se fait pas sur la place publique, et ce sont des militaires, ils doivent réfléchir à comment faire pour riposter, pour mener la riposte commune. Mais indépendamment de ça, si on considère que l'attaque du Mali du 25 avril n'est qu'une affaire du Mali ou des pays de l'AES, on se trompe, et c'est la raison pour laquelle je salue le président Diomaye Faye, qui a été le tout premier à réagir. C'était le premier chef d'État africain à avoir réagi à cet événement, et ses propos étaient tout à fait fermes. Il a condamné avec la vigueur la plus exemplaire ce qui se passait à ce moment-là au Mali, et j'aurais aimé que beaucoup lui fassent écho et proposent leur main forte au Mali, ce qui n'a pas été le cas. Oui. C'est à déplorer. Oui, maître Sosa, je me dis que ceux qui n'ont pas réagi, ils ont peut-être raison, puisqu'ils n'ont pas de preuves. Oh. Ils n'ont même pas la preuve qu'on a attaqué le Mali. Non. Ah non, parce qu'à tout moment, on demande les preuves. Mais non. Ils n'ont pas la preuve que 12 000 hommes ont attaqué le Mali, c'est pourquoi ils n'ont pas réagi. Je les comprends aussi. Ne devenez pas de mauvaise foi. Non, ce n'est pas une question de mauvaise foi. Parce que si chacun, comme toi, se pose des questions sur les preuves, ils ne vont pas réagir, ils n'ont pas de preuves. Non, attends. Ils n'ont pas de preuves. Nos pays, tous les pays de votre machin de CEDEAO, ils n'ont pas de preuves. Donc, ils n'ont pas réagi. Mon machin. Je suis citoyen togolais, membre de la CEDEAO. Ce n'est pas mon machin. Donc, je vais vous dire ceci. Non, on ne fait pas des guerres sur des plateaux de télévision. Vous savez, et ce qui se passe sur le front est totalement différent de ce que nous faisons ici. Mon ami, la guerre moderne se fait d'abord sur les plateaux de télévision, sur les médias. Mais alors, vous êtes passé général. C'est là-bas que la guerre commence. Vous êtes passé général, permettez que pour l'instant, je ne sois qu'un pauvre capitaine. Que je ne sois qu'un pauvre capitaine. À vos ordres, allez-y. Non. Écoutez, maître Sosa. Oui. Je dis qu'il n'y a aucun pays de la sous-région qui peut tenir contre 12 000 hommes. Mais nous sommes d'accord et nous saluons la résilience de l'intrépide armée malienne. Mais quand tu écoutes les communications des médias terroristes, on veut nous prouver que les Russes n'ont servi à rien. La preuve, laisse-moi parler. On veut nous dire même que l'AES, là, leur armée commune, là, on ne les a pas vus, ils n'ont rien fait. Mais l'armée de l'AES, est-ce que vous connaissez leur stratégie de réaction en cas d'attaque d'un autre pays? Non. Personne ne connaît. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont entendus, c'est des militaires. Vous croyez que, dès qu'on a dit que Bamako a attaqué, ils vont se précipiter, alors qu'il n'est pas exclu que d'autres troupes soient préparées pour attaquer les autres pays de l'AES. Mais c'est des militaires, ils sont intelligents. Ce n'est pas autour des verres de champagne comme Marico que ces gens-là parlent, non. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité. Le petit noir, Omar Marico, qui rêve de devenir arabe, qui rêve de devenir blanc, il est toujours en train de lécher les bottes de Yad Agali à Nouakchott. Mais ça, il ne s'agit pas de ces gens-là. Et si nous avons affaire à des militaires et même des citoyens maliens dignes, respectables et respectés, qui sont ce qu'ils sont et qui ne veulent pas devenir blancs ni arabes. Donc, on ne peut pas, on peut pas mener des insinuations pour nous dire les Russes n'ont rien fait, donc ça ne sert à rien. Attends, ça ne sert à rien. Et après, on veut nous prouver que les pays de l'AES n'ont rien fait. Ils ont fait le maximum et nous attendons le résultat. Ils ont fait le maximum. 12 000 hommes entraînés par des nazis ukrainiens. Les nazis, ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais le Mali a tenu. Donc, les autres qui rient, qui ricanent, qui soutiennent,
qui félicitent les terroristes. Il y a même un qui est arrivé dans une des capitales de la côte où il professe et on lui donne tous les micros, il défend la cause terroriste. J'ai dit, mais moi, si j'étais un responsable politique dans ces pays-là, vu ce qui s'est passé au Mali, vu la méthode utilisée pour assassiner le général, mais je ferais attention parce que c'est des choses qui peuvent être répliquées ailleurs. Donc faisons attention. Même si on n'est pas d'accord avec les gens, qu'on reconnaisse qu'il y a des choses qui ont été faites de la manière dont il ne fallait pas les faire. En tout cas, au chapitre des soutiens, est-ce que nous sommes d'accord? Il y a un pays, la Côte d'Ivoire, qui se dit prête à soutenir, à aider l'AES, mais dans le cadre de la CEDEAO. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être efficace? C'est d'autres questions, nous allons les aborder. Oui, l'accord qui soutient le pendu, on connaît. Donc, continue. On va aborder ces questions dans la seconde partie de New World Forum. L'accord qui veut soutenir le pendu, de même que les contributions des téléspectateurs. Le mariage de la carpe et du lapin. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite de New World Forum.